Alors il est temps de quitter Sada après 17 journées passées dans la marina, plus de 3 semaines à attendre en Galice, dans la région, les conditions favorables pour continuer vers le sud. Alors les conditions favorables, honnêtement, je les ai pas, même aujourd'hui, mais je pars quand même parce que même si c'est pas favorable, au moins c'est pas dangereux comme ça l'a été pendant les 3 dernières semaines. Donc on verra, faut y aller. Ça va pas être confortable du tout, ça va être du vent fort entre 20. Alors il prévoit entre 20 et plus, ce qui est raisonnable. Le fer, ça va être que du près, donc le fer au près, ça va devenir du 25, peut-être un peu plus. Ça va être très inconfortable et mais bon, c'est la voile, il va falloir s'amariner rapidement et reprendre le rythme, surtout le rythme du voyage, avec comme objectif pour l'instant les Canaries. Alors un départ au moteur pour sortir de la Ria. Et au fond derrière, le premier grain qui arrive. Alors quand on voit la mer comme ça, calme, avec simplement la houle qui passe, on a du mal à imaginer ce qu'ont été mes 36 premières heures de navigation. Après avoir quitté Sada, je savais que ça allait être difficile, puisque ce qui était prévu c'était un vent de face de l'ordre de 20 à 25 nœuds. Donc au près, ça rajoute en plus de la vitesse. Moi, pendant les 24 premières heures, j'ai eu ça a varié entre 25 et plus de 30 nœuds. Ça s'est un peu calmé au cours des 8 heures suivantes. Mais ça a été vraiment difficile, pas dangereux, mais difficile, éprouvant. D'autant plus que ça faisait presque un mois que je naviguais plus. Donc le temps de s'amariner, de se mettre bien, ça a été ardu. C'est pour ça que du coup, je profite de ce calme là qui va durer pendant à peu près 36 heures. C'est vraiment un repos bienvenu après l'épreuve physique qui a été les premières heures de navigation. Donc maintenant, petit à petit, je prends le rythme. Ce qui est prévu maintenant, c'est de continuer à descendre vers le sud. Vraisemblablement, ce sera les Canaries, peut-être Madère, mais je pense plutôt les Canaries, simplement parce que ça permet d'avoir une allure un petit peu plus abattue. Et pour ça, ce qui m'attend sur le trajet, c'est donc une période de molle comme ça, qui va durer 1 jour et demi. Et ensuite, je vais me reprendre une nouvelle cartouche de sud-ouest, une nouvelle fois. Ici, je suis en train de longer les côtes du Portugal, alors pas collé contre la côte, parce que après avoir quitté la Galice, j'ai d'abord contourné, il y a un dispositif de séparation du trafic. Il vaut mieux pas aller naviguer parce qu'il y a des règles de navigation particulières. Que j'ai d'abord contourné par le nord. Je me trouve donc à l'ouest du trafic de cargo qui passe entre moi et la côte portugaise. Ce qui me permet en fait d'avoir une navigation relativement tranquille parce que les cargos qui arrivent d'Europe du Nord, ils longent la côte pour ensuite contourner la partie sud du Portugal dans le détroit de Gibraltar ensuite. Donc ça me fait une navigation avec beaucoup de cargos mais qui sont tous alignés, qui vont tous dans la même direction, qui sont par là-bas à une dizaine de milles à peu près. On est séparés d'une dizaine de milles. C'est la nuit, alors il est 23h du coup parce que j'ai changé de fuseau horaire, je suis passé en heure UTC. Et je suis en train de faire la course au milieu de l'Atlantique avec un remorqueur, un tanker et un cargo. Alors voilà pourquoi je cherche à gagner le plus au sud possible. Actuellement, donc l'Espagne et le Portugal sont ici. Actuellement, je me trouve quelque part par là. Et ce que je veux, c'est à l'arrivée de la prochaine dépression, me trouver dans la partie qui est dans l'orange, mais pas dans le rouge. Et en plus de ça, si je peux gagner le plus possible vers l'ouest, ça me permettra de pouvoir abattre beaucoup plus et d'avoir une position plus confortable plutôt que de recommencer à taper dans le pré directement. Alors je profite du beau temps pour faire un tour, comme je le fais à chaque fois que la météo le permet, au moins une fois par jour, un tour du bateau pour vérifier que tout est bien ok, qu'il n'y a pas eu de casse, qu'il n'y a pas eu de choses qui
se sont desserrées, défaites, déchirées, cassées, que tout est bien en ordre, que tout est bien à sa place. Typiquement, les genres de choses à vérifier, c'est déjà qu'il n'y a pas d'usure anormale au niveau des points de frottement réguliers des cordages, que tout est poli, qu'il n'y en a pas une de cassée, que tout est bien attaché, qu'il n'y en a pas une qui est en train de se dévisser. Ça arrive de temps en temps ici. De vérifier que les points que là où il y a des points de friction, notamment ici, que tout est bien en état, qu'il n'y a pas d'usure anormale. Ça c'est la poulie de renvoi de l'écoute de grand voile. Je l'ai décalée parce qu'à l'origine elle est installée directement ici, en contact direct avec la poulie du Alba. Le problème c'est qu'elle ne travaille pas dans le même axe. Donc ce qui s'est produit, celle qui est la plus inclinée appuie sur l'autre. Et il y en a une qui a un corps en plastique, celle-là, et celle-ci a un corps en métal. Donc plastique contre métal, à la fin ça finit par casser. Et le jour où ça a cassé, l'écoute est sortie du réa et était se bloquer entre le réa et l'axe. Heureusement que c'était un jour où il y avait très peu de vent, il faisait beau temps, j'ai pu tranquillement venir régler tout ça. Et ce genre de choses se produit un jour où il y a du gros temps justement. C'est difficile de venir ici, ça peut vite tourner à la catastrophe, parce que je ne pouvais plus choquer là au convoi. Toujours au moteur, et le soleil vient de passer derrière les nuages de la dépression qui va arriver cette nuit. Et donc j'ai à l'ouest toute une bande noire. Et à l'est, la zone de beau temps avec la lune. Ah, c'est presque la pleine lune d'ailleurs. Allez, encore quelques heures de moteur et je vais me récupérer du vent, beaucoup de vent d'ailleurs. Alors manifestement le coup de vent qui était prévu cette nuit est passé beaucoup plus au nord et certainement moins virulent que ce qui était prévu. Alors depuis ce matin, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, mais j'ai un groupe de 4 ou 5 mouettes qui me suivent, qui passent au-dessus du bateau comme ça, qui vont avancer, qui vont aller se poser un peu plus loin sur l'eau, qui vont m'attendre. Elles attendent que je passe, elles se laissent dépasser par le bateau, et puis dès que le bateau s'éloigne, hop, elles me rattrapent, elles repassent par-dessus, elles vont se remettre devant. Ça fait 2-3 heures qu'elles s'amusent à ça. Et quand j'ai viré de bord, pareil, elles ont suivi. Elles ont viré de bord elles aussi. Moi, j'étais tranquillement en train de lire, et en l'espace de 15 secondes, tout d'un coup, le vent est monté à plus de 25 nœuds. Il a fallu que, en mode panique, je prenne 2 riz. J'ai envoyé la trinquette tant que j'y étais. Alors que tout était super calme. On va dire que ça avançait bien, mais c'était calme. Par contre, mes copines et moi, elles sont toujours là. Il y en a même de plus en plus. Je pense peut-être que je vais acheter des poissons. À bouchin vif et à fond plat. Un des avantages du bouchin vif, c'est que ça permet de remonter légèrement mieux au près qu'un bateau en forme, surtout pour un dériveur qui par essence n'est pas très performant au près. Le deuxième avantage, il est aussi pour le chantier qui construit le bateau, c'est que c'est plus simple de construire un bateau en aluminium à bouchin, puisqu'il suffit simplement de souder les plaques entre elles. Et un des inconvénients, vous l'entendez peut-être, c'est que actuellement je suis au près, il y a 20-25 nœuds de vent, la mer n'est pas très formée, il doit y avoir 1,5 mètre de vague à peu près, mais ça tape. À chaque fois que le bateau retombe, il tape dans l'eau et c'est comme si quand on plonge, on faisait un plat. C'est un problème qui n'est pas propre aux dériveurs intéros, hein. L'immense majorité des bateaux tapent dans les vagues de toute façon. Exception faite de ceux qui ont des étraves très en V,
mais après on perd en habitabilité. Le soleil se lève après une nuit passée entre 25 et 30 nœuds de vent. Et j'ai une écoute qui traîne dans l'eau, ça fait un peu désordre. Le jour qui se lève, le vent diminue un peu, il repasse régulièrement sous les 25 nœuds. J'ai desserré un peu le pré car c'était vraiment trop inconfortable. Et ça allait pas toujours beaucoup plus d'ailleurs. Quelque part par là, il y a un mont sous-marin qui s'appelle Ormonde Ciment, il apparaît sur les cartes. Et il se trouve au milieu d'une zone où en fait tout autour c'est à 2 ou 3 000 mètres de fond, et lui, alors je sais pas combien il est parce que j'ai regardé sur la carte, j'ai pas sa profondeur, mais il est dans une zone qui est marquée de 10 à 30 mètres. Donc je vais m'en tenir à l'écart. Ce qui se produit, c'est que si la longueur d'onde de la houle n'arrive pas à passer dessous, elle passe au-dessus, c'est-à-dire au-dessus, c'est là où je suis. On peut toujours se méfier quand on arrive sur des zones de haut fond comme ça qui sont de nulle part, parce que ça peut être assez mauvais. En face à Rochelle, il y a un plateau qui est bien connu qui s'appelle Roche-Bonne pour ça. Tout d'un coup, la roche devient affleurante, et dès qu'il y a un peu de mauvais temps qui vient d'ouest, c'est bien vraiment un sale coin. Alors je profite du passage d'un grain là pour faire un petit point sur là où j'en suis. Que je m'approche petit à petit des côtes marocaines, mais je veux pas aller trop près parce que je sais par expérience que les pêcheurs marocains vont assez loin au large. Je pense que 100 000 c'est une distance de sécurité raisonnable parce qu'ils ont des embarcations en bois qui sont très basses sur l'eau, et au radar on les voit quasiment pas. Alors de nuit, j'aborde même pas le problème des feux qui est inexistant pour eux. Le soleil vient de se coucher et c'est la première fois depuis que je suis parti que j'ai l'impression d'avoir eu un temps de jour normal. Je sais pas combien d'heures on gagne en descendant vers le sud comme ça, mais pour que je puisse le noter sans le feeling, je pense que j'ai bien dû gagner 1 heure à 1 heure et demie de jour en plus. C'est aussi aujourd'hui que j'ai passé la latitude de Rabat. Alors c'est toujours un peu particulier de faire référence à cette latitude pour moi, parce que en 2019, je m'étais arrêté à Rabat. Ça s'est transformé d'abord en un séjour très agréable où j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très bien. Et là, le Covid est arrivé. Les frontières se sont fermées. Et ça se sont fermées à un moment où moi j'étais rentré pour 15 jours en France. Donc je suis resté bloqué en France. Quetzal, lui, était dans la marina à Rabat. Il est resté pendant 8 mois comme ça. Il y avait quand même quelqu'un qui s'en occupait. C'était un ami que j'avais rencontré là-bas qui s'appelait Rachid, qui était quelqu'un de grand, très bien, et qui malheureusement a contracté le Covid et ne s'en est pas sorti. C'était avant qu'on ait les vaccins, avant qu'il y ait des protocoles un peu plus efficaces pour la prise en charge des patients Covid. Et donc ça fait toujours un petit pincement au cœur de repasser à cette latitude-là et de penser à tout ce qui s'est passé pendant presque une année à Rabat. Et surtout à Rachid qui m'avait énormément aidé au niveau technique. Et c'est toujours aussi le moment de se rappeler de tous les gens que j'avais pu rencontrer là-bas, avec qui, pour certains, je suis toujours en contact. Alors aujourd'hui c'est calme, hein. Le vent est passé au portant pendant la nuit et je devrais avoir du portant maintenant jusqu'à Las Palmas.
Il va forcir dans quelques heures, donc j'ai profité de la matinée pour faire un peu de bricolage, et notamment j'ai changé une faveur qui avait été arrachée, elle était de l'autre côté au début. J'en avais placé une de l'autre côté, donc je l'ai découpée dans une vieille chemise que j'avais. En fait, c'est simplement un bout de tissu que j'ai vissé sur l'attache de la latte et qui se trouve sur le bord de fuite de la voile, à l'arrière de la voile. Et ça me permet de savoir si l'écoulement sur le bord de fuite de la voile, c'est-à-dire sur la partie arrière de la voile, est à peu près laminaire et pas trop perturbé. Et donc de savoir si la voile est bien réglée. Il y a aussi autre chose, juste d'ailleurs à ce niveau-là, le voilier, quand il a fait la voile, il a oublié une couture ici. Normalement, il devrait y avoir une couture, donc ça fait un gros morceau de tissu qui avait tendance à prendre le vent. Et je pense qu'ils s'en étaient rendu compte parce qu'ils avaient mis une bande d'adhésif dessous. Et ils avaient dû s'en rendre compte. Alors c'est peut-être au chantier que ça avait été fait, je sais pas. Mais en tout cas, la voile devait plus être à l'atelier et plutôt que de la ramener à l'atelier, ils ont simplement essayé de coller la partie qui est dessous, qui a fini par se décoller. Donc je l'avais remarqué ça fait pas mal de temps déjà. Moi, avec les moyens du bord, j'ai remis de l'adhésif. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avant, il y avait déjà eu de l'adhésif. Donc ça n'a pas été fait très proprement. Mais bon. Là, sur celle-là, ça a été fait correctement. Il y a bien les deux coutures qui sont là. Ça, ces faveurs, ces faveurs, c'est moi qui les avais découpées dans une chemise il y a 1 an et demi quand j'étais rentré des Açores, parce que les faveurs d'origine avaient tout été arrachées. Et j'ai retrouvé un bout de tissu de la même chemise, ce qui permet de garder une certaine harmonie à la voile. Ça fait du plus bel effet. Alors voilà, après 10 jours de mer, me voici devant Lanzarote, qui est l'île qui est là, et de l'autre côté, il y a l'île de la Graciosa. Entre les deux, il y a un passage dans lequel je vais m'engager pour aller juste faire un petit stop sur un mouillage qui s'appelle Playa Francesca, qui est derrière, qui est côté Graciosa, qui est derrière le petit village. Initialement, c'était pas du tout sur ma route, j'avais pas du tout prévu de m'arrêter là. Alors là, je suis à Playa Francesca, qui est le premier mouillage que l'on trouve quand on vient du nord sur l'île de la Graciosa aux Canaries. Moi, je ne serais pas resté longtemps, je me suis juste arrêté le temps de prendre le petit déj. Et là, je repars, je continue direction Las Palmas. Voilà l'arrivée à Las Palmas de nuit à 4 h du matin. Même à 4 h du matin, il y a pas mal de trafic dans le port et c'est assez compliqué parce que toutes ces lumières pour repérer les feux, c'est pas évident. Vigilant. Ah, des voitures, et encore je n'avais pas vu.